Le 25 octobre 2021 marquait le 25e anniversaire de la sortie du tout premier Tomb Raider. Parmi les nombreuses célébrations organisées à cette occasion, une annonce a particulièrement retenu l'attention des fans. L'arrivée d'une nouvelle série animée, teasée depuis janvier 2021, produite par Netflix et Legendary. Contrairement à la mini-série Revision de Tomb Raider de 2007, conçue comme un projet parallèle pour accompagner le remake Anniversary, cette nouvelle production s'inscrit pleinement dans la continuité officielle de la franchise. Son ambition est claire, établir un pont narratif entre la trilogie Survivor et une nouvelle ère unifiée où le passé et le futur de Lara Croft pourraient enfin se rejoindre. Peu d'éléments ont encore été révélés sur cette ère, si ce n'est l'intention de présenter une Lara Croft plus affirmée, libérée de ses traumatismes, solaire et confiante, à l'image de la Lara des ères classiques et LAU. L'objectif affiché est de faire évoluer la Lara de l'ère Survivor vers une incarnation dite ultime, synthèse des visions de Core Design et de Crystal Dynamics. Dans cette analyse, nous verrons d'abord si la série parvient sur le fond à réussir ce début de transition dans le développement du personnage de Lara Croft. Nous examinerons ensuite la forme et l'exécution du show en évoquant au passage quelques anecdotes de production. Puis nous aborderons les réactions de la critique, des fans et du public avant de conclure sur mon propre avis et les perspectives offertes par la saison 2. Bienvenue sur Tomb Raider Files. Tout d'abord, une petite remise en contexte. Tomb Raider est une saga comportant 3 ères principales différentes. Nous avons l'ère classique, développée par Core Design de 1996 à 2003, avec 6 jeux principaux et ses spin-offs. L'ère LAU, pour Legend Anniversary Underworld, 3 épisodes sortis entre 2006 et 2008, qui ont vu la passation de la licence à Crystal Dynamics en 2004. Et pour finir, l'ère Survivor, débutée en 2013. Cette ère nous a introduit à un reboot de la saga, un recommencement à zéro se déroulant de nos jours. L'ère Survivor s'est déroulée sur une trilogie de jeux, plusieurs comics et romans. Chacun d'entre eux nous contant la jeunesse de l'aventurière Lara Croft, ses aventures vécues, mais aussi levant le voile sur sa psychologie interne, sur les relations qui l'entourent et son passé. La trilogie avait pour but de montrer comment Lara est devenue cette aventurière charismatique et indomptable. Sur le plan de la résilience, l'objectif est atteint. Cette Lara est combative, tenace et pleine de ressources. Mais pour ce qui est du charisme, tout est question de perspective. Elle est loin de l'héroïne pleine de répliques cultes et de panache qui se joue de la mort. Toutefois, cette version de Lara dégage une vraie intelligence et de la profondeur. Psychologiquement, au terme de Shadow of the Tomb Raider, le dernier jeu en date, Lara est une femme brisée. Entre les pertes successives, les traumas qui s'accumulent, ses relations amicales mises à vif, et ses problèmes parentaux non résolus, elle semble avoir besoin d'une bonne thérapie. La série animée, orchestrée en 2 saisons par Tasha Yau, se présente comme cette fameuse thérapie. Showrunneuse et scénariste en chef, elle déploie une aventure en 8 épisodes pour sa première saison, qui vise à clore les arcs ouverts de la trilogie Survivor, tout en réintroduisant les codes classiques de la franchise. Tasha Yau ne sort pas de nulle part. Passionnée par les films d'action, elle démarre sa carrière en travaillant en tant que scénariste, principalement sur des séries TV et des films. Avant de démarrer l'aventure Tomb Raider, elle a 10 ans d'expérience derrière elle. Bien que ce soit sa première inclusion dans le monde de l'animation, ce ne sont pas ses premiers pas dans Tomb Raider, puisque c'est une fan de la franchise. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas la seule scénariste de la série. Troy Dangerfield et Shakira Priestley l'accompagnent également à l'écriture. L'animation est confiée au studio texan Powerhouse Animation. Castlevania et son spin-off Nocturne, Skull Island, les maîtres de l'univers. Ce sont des spécialistes de licence. C'est Crystal Dynamics qui l'a produit, aux côtés de Story Kitchen et de Legendary Television. Qui dit nouvelle série, dit aussi nouveau casting. Et c'est Hayley Atwell, Grace dans Mission Impossible ou l'agent Carter dans le MCU, qui incarne l'aventurière, aux côtés entre autres de Earl Bailon, qui reprend son rôle de Jonah dans la trilogie Survivor, Allen Maldonado,
Zip, le tech guy de Lara présent dans la trilogie LAU et sur les traces de Lara Croft. Zoe Boyle deviendra l'amie d'enfance de Lara, Camilla Ross. Quant à Richard Armitage, connu pour son rôle de Trevor Belmont dans la série Castlevania, joue Charles Devereaux, l'antagoniste de l'histoire. Maintenant que les grandes bases sont posées, de quoi cela parle-t-il? Pour faire simple, Lara Croft se retrouve après les événements de Shadow of the Tomb Raider à crapahuter dans le monde en laissant ses amis derrière elle. Mais ce n'est pas par pur plaisir. Cette dernière est anxieuse d'occuper définitivement sa demeure ancestrale, le manoir des Croft, si rempli de souvenirs de ses êtres chers qu'elle a perdus. Lorsqu'un artefact est volé dans sa propriété, elle se met en chasse de son voleur. Cette quête emmènera la jeune femme dans une nouvelle aventure à travers le monde et dans les profondeurs de tombes oubliées, où elle sera obligée de se confronter à elle-même et à se décider sur le genre d'héroïne qu'elle deviendra. La série démarre par une question. Où se trouve Lara mentalement après son combat contre la Trinité? Pour Tasha Wu, Lara est une femme brisée intérieurement à ce moment de sa vie. In my opinion, Shadow of the Tomb Raider, in that game, Lara Croft nearly ushers in the apocalypse because she believes that in doing this, she may be able to reverse the fact that her father's dead. And like all the pain that's happened to her, maybe I could reverse it and like sacrifice the world in the process. And she almost decides to do that, and then at the last minute changes her mind. But she's dealing with dad stuff. And as we know from having talked about this on the show before, everyone's tired of Lara dealing with dad stuff. She's dealt with dad stuff pretty much like since we met her. And so I knew we didn't want to do dad stuff anymore. Well, who did die in her life that was extremely important to her that, in my opinion, she has not yet gotten over? Well, it's her mentor who died in the first game. And the reason I feel like she hasn't gotten over that is because she went right into game 2 and then right into game 3. So it was a lot of just like covering up her pain, her original pain, like her original sin in a way, her original pain, like this mentor who died before she really became this adventurer Lara Croft. She was still just a college student at the time. To like witness him dying and to also kind of be to blame for it is a really heavy thing that feels like Lara was covering up with action, with revenge, with insert adrenaline junkie thing here. And so I wanted to meet Lara at a place that A, connected to the video games and wasn't totally new and bizarrely disconnected to who she was. And B, it was my chance to help her, I think, get over something that I don't think she fully felt and gotten her way through. And then, I'm sorry, last piece is that I really wanted to move Lara past grief entirely. Mais du côté des fans, Lara à la fin de la trilogie fait le deuil de son père et est désormais guérie. Revenons ensemble sur ce point avec un récapitulatif. Dans le premier jeu, Lara, âgée de 21 ans et étudiante en archéologie, se retrouve malgré elle parmi les rares survivants d'une expédition partie à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces d'Himiko, la mythique reine solaire. S'étant échouée sur une île japonaise située dans le triangle du dragon, elle est enlevée et doit apprendre à survivre pour espérer s'en sortir. C'est ainsi que, pour la première fois de sa vie, Lara est contrainte de tuer. Très vite, elle et ses compagnons Sam, Jonah, Reyes, Alex, Grimm, Whitman et son mentor Conrad Ross comprennent qu'ils ne sont pas seuls. L'île est contrôlée par la secte des Solari. Leur chef Mathias a enlevé Sam, dans l'intention de l'utiliser pour réveiller l'esprit d'Himiko, dont le pouvoir, selon lui, maintient tous les naufragés prisonniers de cet endroit. Poussée par les épreuves et sa volonté de sauver ses amis en découvrant les sombres secrets de l'île, Lara endure de nombreuses pertes, dont celle douloureuse de son mentor. Mais elle ne renonce pas. En luttant jusqu'au bout pour protéger le reste de l'équipage, elle se retrouve face à une réalité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le surnaturel existe bel et bien. Des Oni et une reine japonaise maléfique dominent réellement cette île. Peu importe les obstacles, Lara brave les éléments, met fin au règne du chef des Solari et parvient à sauver son ami Sam avant qu'elle ne devienne l'enveloppe charnelle d'Himiko. Au terme de cette première grande aventure, marquée par la douleur et les révélations, Lara fait le point sur tout ce qu'elle vient de vivre. Je repense à tous ces mystères dans lesquels je ne voyais rien d'autre que des légendes. Mais la frontière qui sépare nos mythes de la réalité est obscure et fragile. Je dois trouver des réponses. J'ai besoin de comprendre. Le retour à la réalité pour elle est un choc. Tout d'abord dans le déni,
elle tente de se reconstruire après son retour à Londres, mais reste hantée par les fantômes de ses compagnons disparus. Une culpabilité tenace, le syndrome du survivant, s'installe en elle, nourrie par ses cauchemars et son stress post-traumatique. En parallèle, Lara peine à prendre en main l'héritage des Croft, tout en essayant de soutenir ses proches de multiples façons. Mais ses efforts la conduisent à s'éloigner de sa meilleure amie Samantha Nishimura, possédée par l'esprit d'Himiko, ne l'ayant pas quittée depuis son retour du Yamatai. Un an plus tard, ses troubles s'enracinent désormais dans son passé, qu'elle avait mis de côté après la mort tragique de son père archéologue Richard Croft et de sa mère Amelia. En reprenant possession du manoir familial et de la fortune des Croft, Lara se plonge dans les recherches archéologiques laissées par son père et se met à la recherche de la source divine. Elle développe alors une obsession croissante pour l'immortalité et ses mystères. Cette obsession est renforcée par un désir de vengeance lorsqu'elle découvre à la fin de son aventure dans Rise of the Tomb Raider que son père a été assassiné par les Trinitaires, une organisation paramilitaire à laquelle il s'était heurté et dont la belle-mère de Lara, Anna, faisait partie. Tout son monde vacille. Lara veut désormais faire une différence. Elle s'engage alors dans une lutte contre la Trinité tout en cherchant à sauver Sam de l'esprit de Himiko qui la dévore petit à petit. Cette lutte s'achèvera par la libération de l'esprit de sa meilleure amie et par Lara qui décidera de prendre des distances avec elle pour la protéger. Lara se met ensuite en chasse de la Trinité. C'est l'enjeu principal du comic Survivor's Crusade où la frontière entre la vengeance et l'obsession devient de plus en plus mince, au point de rendre Lara toujours plus brutale envers ses ennemis. Cette dérive est illustrée dans le comics Inferno qui précède le 3e jeu. Lara y subit une expérience psychotrope violente, un véritable coup de poing, lui révélant tout ce qu'elle tentait d'ignorer jusqu'alors. Son obsession pour vaincre les Trinitaires finit par l'aveugler dans Shadow of the Tomb Raider, au point de déclencher une apocalypse maya quand elle s'empare de la dague de Shakshel, un artefact recherché par l'organisation. Elle découvre alors à ses dépens que ses actes peuvent avoir des répercussions catastrophiques, allant bien au-delà de son entourage immédiat, touchant désormais des vies innocentes. Afin de réparer ses torts, elle se met à la recherche d'un artefact complémentaire, la boîte d'argent d'Ischel, capable d'arrêter la mort du soleil, mais aussi ayant le pouvoir de refaire le monde. Au cours de son aventure, le DLC Le Cauchemar illustre ce fardeau. L'aventurière est mise en face de ses peurs les plus profondes. On a une Lara qui est toujours hantée par ce qu'elle a fait dans le passé et le présent. Le Yamatai, la mort d'Anna, la mort de Ross, des citoyens de Cozumel, etc. Sa psyché est personnifiée par un doppelganger qui incarne tout ce qu'elle redoute de devenir. Ce double la pousse même à envisager à mettre fin à ses jours. Continue. Fais-le. Quoi? Quoi? La douleur. Arrête-la. Mais j'ai pas mal. Sale petit égoïste. Ce n'est pas de toi que je parle. Toutes ces vies que tu as détruites et toutes celles que tu détruiras. Tu ne sais rien faire d'autre, Lara. Tu détruis tout ce que tu touches, comme un cancer. Tu es encore pire que la mort. Enfin, l'une des séquences les plus mémorables du jeu la montre submergée par la colère face aux Trinitaires avant de retrouver toute sa lucidité en constatant qu'elle ne fait qu'aggraver la situation. Je détruis tout ce que je touche. À la fin de sa quête, elle n'affronte pas réellement tous les traumatismes qui la poursuivent, mais fait le choix d'accepter sa vie telle qu'elle est en se sacrifiant pour sauver le monde. Ce moment décisif montre une Lara plus responsable, consciente que céder à la tentation qui lui est proposée de refaire le monde selon ses désirs par l'artefact qu'elle recherchait ne lui apporterait rien de plus, et fait le bon choix de restaurer le soleil. La scène après le générique la montre de retour dans son manoir, mais rien n'indique clairement à quel moment cette séquence se situe. Et quand bien même elle aurait eu lieu juste après Shadow, cet affrontement n'a en réalité rien résolu. Elle a peut-être trouvé un soulagement temporaire au manoir, mais elle se trouve toujours dans un endroit rempli de souvenirs de sa famille et de Ross, dont elle conserve toujours les pistolets sur son bureau sans les utiliser depuis Rise of the Tomb Raider. C'est d'ailleurs ce qu'elle reconnaîtra plus tard dans la série. Avant, je voulais la même chose que vous. Tout mettre à feu et à sang. Et je l'ai fait. Seulement, faire tomber la Trinité, ça n'a pas rempli le vide qu'il y avait en moi. Et ça n'a clairement pas ramené mon père. Tout ce que ça m'a apporté, c'est du sang sur les mains. Ainsi, nous rencontrons au début du show une héroïne solitaire qui fuit ses problèmes en voyageant,
qui repousse l'aide offerte par ses amis et qui se noie dans ses souvenirs. Certains diront que le personnage n'a pas évolué, et pourtant quelque chose a changé au-delà de ses aptitudes et de son attitude, sa relation avec les autres. Sa relation avec les autres fait partie du cœur des thématiques de cette première saison. Pour cela, il est temps d'évoquer la place de Jonah dans la trilogie et comment Lara traite ses différentes relations. Après le Yamatai, l'amitié entre Lara Croft et Jonah Mayava était un peu comme une relation de dominant-dominé. Par là, je veux dire que Lara abusait un peu de son bon cœur pour ses propres besoins personnels et le voyait plus dans ses aventures tel un faire-valoir, un rescapé du Yamatai qu'elle doit protéger à tout prix. Jonah a toujours donné un peu à la longue l'impression de s'écraser depuis Rise of the Tomb Raider, préférant une méthode douce en espérant vainement pouvoir raisonner l'aventurière, que ce soit sur le deuil de son père, ses actions, etc. La série nous offre enfin une conclusion à tout cela, dans une scène où le Maori lui dit enfin ses 4 vérités sous une influence magique. C'est ce que je fais. Et tout ce que je vois, c'est une enfant capricieuse. Tu crois que ça me plaît d'être ton babysitter? T'es une adulte, bordel! On a tous perdu des proches. Remets-t'en! C'est ce qu'on fait tous parce qu'on est bien obligés. S'il te plaît, Jonah! Tu crois qu'il n'y a que les absents qui comptent? Nous aussi, on compte. Plutôt que de ne rien lui dire en sortant de sa transe, l'aventurière laissera tomber ses murs émotionnels et prendra par la suite le temps de vraiment l'écouter. Je tiens à te dire que tu comptes énormément pour moi, Jonah. Et je suis sincèrement désolée si je t'ai déjà laissé croire le contraire. Pour servir de contrepoids au côté un peu mièvre de Jonah, Zip fait son grand retour en fanfare. L'assistant technique de Lara apparaît ici dans sa meilleure incarnation, puisque contrairement à ses apparitions dans Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, Legend et Underworld, il est plus défiant envers l'attitude de Lara et n'hésite pas à la reprendre quand le besoin s'en fait sentir. De plus, on laisse tomber le côté « je cherche à charmer Lara » d'une manière assez lourde, présente dans sa première apparition. Le personnage apporte une touche de légèreté bienvenue à un ensemble qui aurait pu sembler trop s'approcher du sérieux dépressif de la trilogie Survivor. Bien qu'il semble sortir un peu de nulle part, le site officiel mentionne Zip comme étant un ami que l'aventurière a rencontré à l'université, en même temps que Sam. Enfin, un nouveau personnage inédit et important est introduit, expliquant une partie de l'attitude que Lara a envers ses relations précédentes. Camilla Ross est la fille légitime de son défunt mentor Conrad Ross, une amie d'enfance avec qui elle a dû couper les ponts sans le vouloir, ce qui a provoqué chez elle un profond ressentiment. Camilla est un personnage divertissant, ayant une bonne alchimie avec Lara. Son côté plus analytique tranche avec la fantaisie du monde de l'aventurière et offre une seconde alternative à sa meilleure amie Sam. Et puisque l'on en parle, l'ombre de Samantha Nishimura plane au long de la série, Lara ayant du mal à communiquer avec elle depuis les événements des comics et sa possession par Himiko. Toute cette thématique de reconnexion, apportée par ces différentes amitiés, est importante pour l'aventurière afin qu'elle se libère des autres fardeaux qu'elle porte et trouve son identité. Voici la grande thématique de cette saison, la question qui n'a pas été répondue clairement dans la trilogie Survivor. Qui est Lara Croft? Pour la première fois, en dehors de son enfance vécue au manoir Croft, nous avons un vif aperçu au début de la série de la personne qu'elle était avant les événements du Yamatai. Certains pourraient dire qu'il s'agit d'un retcon, mais nous savons dans la trilogie Survivor que Lara a été entraînée par Ross depuis son plus jeune âge et qu'elle a effectué des voyages avec lui, etc. Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparée à ça depuis toujours. Durant cette petite incursion au Chili, Lara y apparaît différente. Elle est détendue, prête à l'action, sarcastique, utilisant toutes les capacités que son mentor lui a enseignées. Mais elle fait face à la mort pour la seconde fois de sa vie en voyant le cadavre d'un homme tué par son mentor Conrad Ross, celui-ci se justifiant qu'il a fait cela uniquement pour survivre, récupérer son butin, et l'invite à faire de même. Un élément qui explique l'attitude combative que possède Lara dans Tomb Raider 2013. Depuis le Yamatai, Lara a changé. Cette expédition l'a transformée intérieurement, faisant d'elle une personne plus renfermée, n'ayant pas le contrôle de ses émotions. C'est alors qu'arrive la notion de balance émotionnelle, une caractéristique très intéressante
que nous retrouvons dans la série. Comment arriver à une Lara composée parlant avec fluidité et tact, alors qu'au cours de ses autres aventures, celle-ci bouillonnait de colère et laissait ses émotions la dévorer. La série explore ce conflit avec l'utilisation d'un de ses MacGuffin, la pierre de la colère, qui fera ressortir tout le côté bestial de l'aventurière. Puis par l'arrivée de Daji, un esprit qu'elle a libéré, qui l'aidera à atteindre cet équilibre, lui offrant de ce fait une part spirituelle et à atteindre un contrôle d'elle-même. Au fil de la série, Lara réapprend à se reconnecter à son enfant intérieur, cette part d'elle-même insouciante qui, durant son enfance, s'imaginait déjà explorer des tombes et découvrir le monde pour le plaisir dans ce qui n'était encore qu'un terrain de jeu. Après la mort de son père, elle a refoulé cette facette d'elle, l'enfermant dans son subconscient. Cela est notamment illustré dans le comics Inferno, où cette voix intérieure prend la parole pour lui reprocher de l'étouffer, ainsi que dans le DLC Le Cauchemar, où cet enfant intérieur apparaît littéralement emprisonné. L'esprit d'aventure n'a jamais disparu en elle, mais pour le laisser s'exprimer pleinement, Lara doit apprendre à accepter cette part refoulée de son identité. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra cesser d'utiliser l'idée de tromper la mort comme un moyen de fuir ses problèmes et recommencer à vivre ses aventures non pas pour survivre, mais parce que cela fait partie intégrante de ce qu'elle est. Le rapport qu'elle a avec les hommes qui ont influencé sa vie a aussi son importance dans sa reconstruction. Que ce soit Conrad Ross ou son père Richard Croft, la série challenge Lara sur les conceptions qu'elle a d'eux. Et si son mentor était un peu plus sombre qu'il n'y paraît? Et si son père n'était pas une personne idéale dans le fond? Comme l'explique Tasha Wu, le show a un objectif précis, que Lara cesse d'idolâtrer et d'imiter par ses actions les hommes de son passé. Je voulais que Lara, qui idolâtre Ross lorsque nous la rencontrons, même dans les jeux, et qui idolâtre son père tout au long des jeux, en arrive à comprendre que l'image qu'elle se fait de ces deux hommes est complexe et imparfaite, qu'elle cesse de les considérer comme des modèles à suivre et qu'elle réalise qu'elle doit choisir sa propre voie, explique Huo. Je savais donc que cela devait être un élément clé de son évolution, et il était logique de la mettre en relation avec quelqu'un qui connaissait Ross d'une manière différente. C'est également là où intervient la symbolique du manoir Croft, introduit dans le DLC de Rise of the Tomb Raider, les liens du sang. La bâtisse représentant le poids d'un héritage familial dont elle réussit à s'emparer, mais qui demeure bien trop envahissant quand Lara décide de s'y installer. Un trop-plein de souvenirs après ses aventures la hante, et ce n'est qu'en faisant son deuil émotionnel, en déconstruisant ses figures paternelles et en forgeant sa propre légende que Lara y arrive. Ces points sont symbolisés par le retour des artefacts de son père et de son mentor donnés à des musées, et par sa première trouvaille, une dent de T-Rex. Par ailleurs, Lara, à la fin de la saison, s'installe définitivement dans son manoir, qui jusque-là ne servait que de point de transition. C'est en se libérant de son passé, en acceptant que les choses ne peuvent être changées, et en s'ouvrant aux autres, que Lara est désormais libre de vivre comme elle l'entend. La dernière question que pose cette première saison est quel genre d'héroïne est Lara Croft? De par la nature controversée de ses choix de vie, pour la première fois de l'histoire de la trilogie Survivor, Lara rencontre des avis contraires quant à ses activités, et la série s'en amuse en défiant Lara sur les conceptions transmises par son père via le personnage d'Eva et de l'organisation de la bibliothèque qui reste opposée à ce que Lara peut faire. Par ailleurs, si au début elle décide de revendre les antiquités de son père et de Ross à la haute lors d'une vente aux enchères, à la fin de la série, celles-ci sont finalement données sans aucune contrepartie à des musées. Enfin, pour la première fois dans la chronologie Survivor, Lara va devoir rapporter des artefacts à leur lieu de création. Et ici, ce n'est pas plus différent que ce que la Lara de l'ère classique, elle a eu et des films ont pu faire. Mais quid des artefacts qu'elle garde? Tasha Wu en parlait dans une interview pour Den of Geek. Même si Lara explore des tombes et les pille, elle ne vole clairement pas les trésors d'autres cultures. Comment avez-vous réussi à maintenir cet équilibre entre le principe classique et le fait de ne pas la faire voler d'autres sociétés? C'est vraiment délicat, car je n'ai jamais voulu abandonner le pillage des tombes. C'est ce qui la rend géniale, mais cela me met aussi mal à l'aise de simplement piller des tombes. C'est une ligne fine à suivre, mais je pense que l'équilibre qui nous aide est de la considérer comme une héroïne qui tente de sauver le monde. Cela était évident dans les films et dans tous les jeux. Il y a un méchant qui tente de s'emparer d'une relique et de détruire le monde avec, et Lara doit la protéger. Si cela devient votre fondement, vous comprenez que Lara est justifiée d'être où qu'elle soit. Il est également devenu important que les reliques dont elle commence à remplir sa maison et qu'elle emporte avec elle soient très importantes. Les souvenirs de ses voyages sont importants, alors comment faire pour qu'elle ne les vole pas?
Les personnes qu'elle aide, et elle en aide beaucoup, vont lui offrir des cadeaux. Cela devient une métaphore de toutes les relations qu'elle noue à travers le monde, alors qu'elle remplit son bureau et son espace avec ses objets. Mais si Lara change lors de la série, c'est aussi parce qu'elle rencontre un rival la faisant se remettre en question, Charles Devereaux. L'antagoniste de cette histoire, Charles Devereaux, a été volontairement établi comme étant le miroir de Lara, comme l'explique la showrunneuse. I knew I wanted Lara, who, coming from the Survivor series, has just been dealing with a lot that can take someone to a really dark place. Like, the idea of Lara going to therapy was so cool to me, and hating it, which is obviously how she would behave. So I really wanted to see Lara move past that darkness that we saw in the Survivor series. And I think to do that, she needed to be up against someone who was dealing with a similar kind of darkness, and to see that reflected back on her and force her to choose, do I want to take that path or not? And so for me, it was important to find a really good foil for her in that way. So hopefully we did. Comparé à tous les autres ennemis rencontrés par Lara Croft dans cette timeline, nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui est purement surnaturel, comme la Reine Solaire Emiko, ni d'une force brute provenant d'une société secrète comme Constantin, d'assassins comme Nadija Katlego, ou d'un descendant d'un peuple séculaire comme l'était Amaru dans Shadow of the Tomb Raider. Ici, nous avons une personne qui a été frappée par le même malheur que Lara, à savoir la disparition de ses proches, provoquée par les membres d'une société secrète. Tout comme Lara, il s'est enfermé dans l'obsession de trouver et détruire les personnes responsables de la mort de son père. Sauf que la ligne entre les deux personnages devient de plus en plus fine, puisqu'au fur et à mesure de l'histoire, celui-ci perd toute son humanité pour finalement se transformer littéralement en monstre. Si au départ il traçait une ligne entre le fait de ne pas impliquer la mort de personnes innocentes dans ses projets, par la suite celui-ci provoque des catastrophes mondiales aux effets dévastateurs sans sourciller, et n'hésite pas à utiliser des artefacts pour ses fins personnelles. C'est aussi un des rares ennemis qui arrive à rentrer dans la peau de Lara et à la toucher là où cela lui fait mal. Mais si le mythe est réel, vous allez tous nous anéantir dans votre quête. Et vous, combien de vies avez-vous anéanties dans la vôtre? Ce qui est un miroir à cette scène dans Shadow of the Tomb Raider. Ce n'est pas trop tard. Faites honneur à Honoratu et restaurez le soleil. Non. La menace est bien trop grande. Vous êtes un sale assassin minable et égoïste. Et vous, Lara? Combien de vies avez-vous prises? Et pour obtenir quoi? Et celui-ci, de par ses actions, l'amènera à se questionner sur ses propres limites quand il lui dit durant leur échange à Istanbul. Et moi, je ne mettrai pas des mois à les trouver comme ça a pu être votre cas. Ça ne me prendra qu'un week-end. Quand je pense à tout ce que vous auriez pu faire contre la Trinité avec un tel pouvoir. Il arrive à installer le doute dans l'esprit de Lara, elle-même qui demandait à Jonah dans Shadow of the Tomb Raider à propos de l'artefact qu'il recherchait. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Après un affrontement acharné, contrairement aux précédentes fois, Lara ne tue pas son adversaire et l'encourage à aller de l'avant. Nous ressortons de cette confrontation face à une Lara plus mature, restant toujours létale, mais uniquement quand la situation l'exige. Comme vous avez pu le voir, la saison 1 regorge de thématiques intéressantes, et leurs résolutions qui n'apparaissent pas dans les jeux font que Lara, à la fin de son aventure, passe enfin à une héroïne plus consciente, forte et libre, tout en restant une figure à la fois admirée et controversée par ses pairs et crainte par ses ennemis, tout en gagnant une part spirituelle et retrouvant sa confiance en elle. Maintenant que j'ai exposé en long et en large le fond de la série, il faut s'intéresser à la forme et l'exécution. La série est découpée en 8 épisodes d'une vingtaine de minutes et contrairement à d'autres séries d'animation de Netflix comme Resident Evil, Infinite Darkness ou Astérix et le combat des chefs, ce n'est pas un film qu'on aurait pu simplement découper en plusieurs parties. Chaque épisode a un début et une fin, tout en ayant une intrigue globale à suivre.
Pour leur écriture, Tasha Wu a dû se heurter aux spécificités demandées lorsque l'on écrit de l'animation, à savoir réduire la taille de ses scripts, comme elle l'explique. Would you have changed it if you could to make it longer than 22 minutes? Yes, but it wasn't my call. My background is in drama and features, so which means typically longer form, right? Like 50 to 60-minute long episodes, and that's usually my jam. That's where I like to work. But coming into this show, it was going to be 22 minutes, and it was going to be 8 episodes, and that's what I signed up for. Yeah, it's more about money. It's less about who cares about the runtime, which I agree, and it's more about the more minutes you have means there's more shots you have to animate, which just costs more money. So it's less like you have to keep to 22 minutes because we have commercials. They don't. It's you have to keep to 22 minutes because this is the budget for your show. But there's also this, and this is what we got to do on our show, which is, hey, let's just say episode 6 is shorter by 3 minutes and 50 shots. So how about we move that money and that amount of shots to this other episode, which is begging to be longer. And that's something we could do, is just kind of find and replace that. Because again, it really is about budget and shot count more than time when it comes to a Netflix situation. And then in episode 2, I just wrote too much, guys. That episode was originally, it's not as bad as I thought. 24 pages. 24 pages. So that's not that bad, but it had to get down because, as I've said before, it's because it's a 22-minute show. It's not actually similar to live action where you can kind of bet on one page per minute. You actually kind of have to do, if it's a 22-minute show, your script should be 18 pages, maybe even less, because the action takes so long to animate and other things that you don't expect, dialogue, etc. It takes so long to animate on screen that you actually need to leave yourself more time. So 26 is actually pretty long. 24 is actually long. Pour autant, en tant que showrunneuse, Netflix lui a laissé la possibilité de composer sa propre équipe et de choisir le studio d'animation qu'elle voudrait. Le choix était entre 2 studios et la showrunneuse a choisi Powerhouse Animation car ils étaient des fans de Tomb Raider. Ce studio est connu pour avoir un mélange d'animation à la fois influencé par le style japonais et américain, comme dans la série Castlevania et son spin-off Nocturne. Ici, nous retrouvons clairement ces 2 influences dans le show. L'animation qui accompagne la série est de bonne qualité, sans être incroyable. Les arrière-plans sont jolis et détaillés, les lieux sont colorés, ce qui change avec le ton très grisonnant et marron instauré par la trilogie Survivor. Les scènes de combat restent sympathiques, même si elles manquent d'une certaine fluidité. L'animation se rapproche assez de la saison 1 de Castlevania. Par ailleurs, Netflix a encouragé Tasha Wu à aller plus loin dans ses ambitions. So there's a cool fight, it's one of my favorite fights in Croft Manor, where she has the knife on a rope. That was added later because the fight that was originally there was more of kind of just a fist fight, just kind of a little martial arts fight, and it just didn't feel big enough. And so another Netflix note was hey, this is fucking Lara Croft. Let's go big. Let's make this first episode as epic as it can be, which was really when I realized, Netflix, it loves this show and wants it to be the best it can be. Because usually, by the way, guys, you're not getting that from a studio or a network. You're getting the opposite. You're getting, can you tone this down? This is too expensive. Can you bring that budget down? And instead, it was please make this feel bigger. Les animateurs apportent un certain soin à montrer les différentes acrobaties de l'aventurière, en lui faisant réaliser quelques mouvements complexes, juste parce qu'ils en ont envie. D'autres styles sont aussi utilisés pour des passages spéciaux, comme une animation en encre de Chine pour l'exposition d'une légende, ou bien un style d'animation des années 80. C'est au niveau de l'intégration de la 3D dans la 2D lors des scènes d'action que la série montre ses limites techniques. Fort heureusement, ces passages demeurent au final peu nombreux lors de cette première saison. Pour autant, il y a quelques erreurs d'animation qui se glissent ici et là, comme des oublis de lignes ou des objets qui disparaissent, mais cela reste assez rare. Au niveau du chara-design de l'aventurière, l'équipe de Powerhouse Animation a réussi à styliser Lara Croft comme nous l'avions vu dans Shadow of the Tomb Raider, avec une musculature bien plus apparente.
Mais c'est au niveau de ses expressions faciales que l'équipe semble s'être dédiée. C'est bien simple, jamais elle n'aura été aussi expressive. Côté vêtements, Lara revêt de multiples tenues au cours de son périple, ce qui est l'occasion de voir quelques clins d'œil vestimentaires au jeu précédent. Ma préférée dans ces tenues hors aventure étant la robe qu'elle porte à la toute fin de la série. Les personnages secondaires, à savoir Jonah et Abby, sont proches de leur version du jeu. Les nouveaux personnages ont un design agréable, la série nous offrant avec Devoreaux un méchant assez sexy. Et Zip, avec ses costumes, apporte un peu de couleur dans le monde parfois trop sérieux de Lara. Beaucoup peuvent trouver que la série dans son animation a un côté un peu au rabais et souhaiterait quelque chose de plus travaillé à la Arcane. Mais c'est oublier que Tomb Raider, malgré ses 29 ans d'existence, n'a pas l'importance et encore moins le budget de League of Legends, et donc ne peut pas se permettre ce genre d'expérimentation à 250 millions de dollars, le prix qu'a coûté la série. Une expérimentation qui a été un véritable gouffre financier. L'histoire proposée par Tasha Wu demeure assez riche en thématiques, comme je l'ai expliqué. Mais pour les fans, elle peut avoir un côté déjà vu, puisqu'on peut y retrouver quelques similitudes avec l'histoire de Shadow of the Tomb Raider, avec en principale menace une apocalypse que Lara doit arrêter à tout prix. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas elle qui la déclenche, et nous avons des conséquences à l'échelle mondiale. Certaines choses auraient pu être faites de manière un peu plus fluide, comme l'introduction de Zip par exemple, ou celle des doubles pistolets. Imaginons une scène où Zip trouve les doubles pistolets de Ross dans le manoir. Cela aurait permis de lier la série à Rise of the Tomb Raider. Et certaines situations récurrentes auraient pu être évitées. Jonah qui se fait capturer une nouvelle fois. Au niveau des mythes explorés pour les besoins de l'histoire, la showrunneuse a pioché dans son héritage en distillant dans la quête de Lara des figures mythologiques chinoises comme la courtisane Daji de la dynastie Shang, ou bien les pierres du péril renfermant les maux de l'humanité, tournant sur une interprétation simplifiée du mythe de la création de la déesse Nuwa. Le but de Tasha n'est pas spécialement d'offrir l'interprétation exacte de ces mythes, mais d'en proposer une variation qui rendrait curieux les spectateurs d'en savoir plus. C'est plus ou moins ce que propose Tomb Raider en général, de s'appuyer sur les mythes les plus connus et de les étendre. Même si je comprends la frustration de certains fans concernant l'histoire globale, et notamment sur la notion de deuil, je ressentais la même chose que Tasha à la fin de Shadow of the Tomb Raider. Lara n'a pas encore refermé tous ses traumatismes. Côté dépaysement, le Globetrotting refait un retour inespéré après une trilogie de jeux se déroulant principalement dans un lieu central, le Yamatai, la Sibérie et le Pérou. Ici, ce ne sont pas moins de 9 destinations variées que l'aventurière traverse. Le Chili, l'Angleterre, la Chine, Istanbul, la France, l'Iran, la Mongolie, les Açores et la cordillère du Kunlun. Comme chaque épisode présente un ou plusieurs lieux différents et laisse Lara évoluer dans des environnements aussi urbains que sauvages, on ne s'ennuie que très rarement. Malgré ce nombre de destinations, la série propose une variété de situations et embrasse pleinement le côté jeu vidéo dans son histoire. Par exemple, le second épisode démarre par Lara qui recherche des informations sur la localisation d'un coffret de rubis et a besoin d'un guide pour l'y emmener. Mais pour obtenir ce qu'elle veut, une villageoise d'un village de Chine l'envoie sauver des enfants. Cette partie a toute une quête qu'un PNJ nous demanderait d'effectuer dans un jeu vidéo. À la fin de cette mission, dont Lara au départ se serait bien passée, elle se retrouvera non seulement avec des informations supplémentaires, mais recevra aussi un nouvel élément, un grappin, que Zip fera évoluer au cours de l'aventure. On peut aussi citer la confrontation finale contre Devoreaux, qui ressemble dans sa construction à un boss de jeu vidéo, avec des points précis à toucher et des reliques à récupérer pour l'affaiblir. Quelques références et easter eggs se retrouvent également présents dans l'histoire, mais restent relativement discrets, comme par exemple la façon dont Lara accède au bureau secret de son père est une référence à Tomb Raider Anniversary, où dans le manoir, il y a un système similaire pour récupérer le journal de Lara et ses armes. Le « Je ne suis pas assez forte » que Lara dit à Daji est une référence à l'Ange des Ténèbres. Je ne suis pas assez forte. La tenue de Lara dans son flashback au Chili est un rappel à Tomb Raider Legend. La robe que Lara porte à la fin du show est plus ou moins la même que dans Rise of the Tomb Raider. Le passage de la poursuite en vélo est un rappel au film de 2018. Le fait que Ross soit averti des dangers de la boîte par Lara, mais qu'il ne la croit pas, rappelle la révélation finale. Quant à la transformation de Devoreaux en monstre géant, c'est un classique hérité des 3 premiers épisodes de la série.
Bien entendu, il y en a qui sont moins subtils, mais qui restent plaisants à découvrir. Certains passages font aussi référence directement à des mouvements spécifiques que les joueurs ayant contrôlé Lara connaissent en vrai. Avec tout cela, il est difficile de nier que l'équipe qui s'est occupée de la série n'était pas passionnée par son sujet. We paid a lot of homage to, not even homage, I mean, we fully went there for the action sequences and really trying to bring all of the elements that all the set pieces that I really remember loving from those early games in particular, and just her unique moveset to all of the action that she had. So hopefully in that regard as well, it's bringing up those familiar feelings of having played the game. La série nous apporte aussi quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le retour d'un vrai sourire sincère chez l'aventurière, digne des comics de Topco ou de Tomb Raider Legend. Bien entendu, elle ne démarre pas immédiatement dans cet état d'esprit, mais nous pouvons voir que ce côté trompe-la-mort, servant au départ de catalyseur pour sa rage intérieure, laisse place petit à petit à une envie d'apprécier les moments de défi que la vie lui offre. Pour Tasha Wu, l'aventure est ce qui sert de thérapie à Lara. Sa confiance emblématique refait également surface, avec quelques répliques distillées ici et là. Oui, ça sent bien le piège. On sent que l'ADN du show a grandement été inspiré par Tomb Raider Legend, probablement l'épisode où Lara est la plus solaire et détendue. Et ce n'est pas une conclusion sortant de nulle part, puisque Legend est un des jeux de la saga préférés de Tasha. I was introduced when I was a kid and I played some of those 90s games. I mean, Legend is the one that sticks out the most to me as sort of the most memorable when I was younger. Mais avec tout ça, ceux qui n'ont jamais joué au jeu peuvent-ils y trouver leur compte ? À mon avis, c'est un peu compliqué. Car bien que les épisodes soient agréables à parcourir dans leur ensemble, l'histoire ne propose pas une remise en contexte suffisante pour que le spectateur y trouve un sens. Pourtant, Tasha a vraiment essayé d'inclure le public, et cela en changeant l'introduction de l'épisode 1. The original starting point was actually Lara Croft was climbing this mountain. Yes. And, the camera tilts and you realize Lara is actually horizontal. She's actually upside down climbing this mountain, freehand, which was so fucking cool. And as she's climbing, you can tell that she's climbing to get rid of the sort of voices in her head or the bad memories. It's the bad memories from the Survivor series. And as she's climbing, she has these mini flashbacks where you can tell that trauma has happened. So it's just little mini blips of the Survivor series. And she gets to the top, and originally there was a little mini flashback as she's at the top of this Italian Alps. And it's just her as a little kid climbing this same mountain with her father and Conrad Roth, her mentor. And they carve their names into a rock. And so we see adult Lara now wipe off some snow from a rock and see the carved initials of her and her father and Conrad Roth. And that's kind of it. We know she's grieving. We know that something's up, that she's sad, that she misses people from her past. But that's sort of it. And then we get a call from Zip saying, "Hey, Lara, where are you? You know, you're supposed to be here in a couple hours." And she starts lying to Zip that she's at home. He's like, "Oh, you're at home? It's pretty windy where you live, right?" She's like, "Oh, yeah, I just have the window open." So she's lying to her friend. Why is she lying to her friend? And turns out she's late to her best friend's cafe opening, Jonah. And we see his cafe in the show. So again, we're seeing that something's up with Lara. She's not in a good space and certainly not in a good place with her friends. And then we see Lara base jump, and we get a sense that she is meeting her problems with adrenaline. And that is actually the original idea behind Lara. And it's still there in the pilot, I think, but this idea that she has become an adrenaline junkie as a way to cover up her pain. And she brings some Italian Alps ice to the party, and she gets there on time. And then we see that, her friends are upset with her that she's been gone for so long. So that was the rewrite, and it came from a note that new people would be confused. And I think this is a very good note, by the way, because you can't just write these big adaptations for just the fans. And there's a real reason and then a personal reason. And the real reason is there's not enough fans. If literally every single fan of any IP went to go see that movie or whatever,
that's not going to be enough money back to like justify the making of that thing. Yeah. You really want to make something for the maximum amount of people to see it, just as from a business standpoint. But then the personal standpoint is, I want new fans. Like, I want Josh to watch this show and be like, man, I kind of want to play that game that was referenced over there. So that was where the rewrite came from. But I still miss that scene because Lara was a lot funnier up front. She had a lot more attitude, and we got over the grief quicker. Plusieurs flashbacks auraient pu aider à cela, mais le format traditionnel de Netflix pour ces séries d'animation empêche cette possibilité. 8 épisodes de 25 minutes environ, cela reste très court pour raconter une histoire complète. Par ailleurs, certains épisodes ont dû être raccourcis, comme l'explique la showrunneuse. And then in episode 2, there's this whole story about who the fox spirit was, and it really built out this idea that she was demonized, that she's demonized by history, which is true. If you read about Dachi, she was considered a fox spirit who corrupted the emperor. There's all these really great stories about how this evil woman who had been a courtesan, a fancy courtesan to the emperor at the time, would corrupted this very nice emperor, and soon they were like having people go barefoot and walk across ice until their feet were frostbitten and fell off, or she would like torture people in front of him and they would both get off on it. She's just this evil person. And my twist on the story is actually, what if she wasn't? Because this emperor did bad things and they needed to blame it on someone else besides him. So they blamed it on this woman who he was with. And what if Lara learned a lesson in that story as she discovered, that history doesn't tell us the truth? That the more I dig into this story about Dachi, the more I realize she was actually a hero who saved China, not destroyed China. And to me, thematically, that was related a lot to what she needed to learn about Conrad Roth and her father as well, which is that these men whom I hold to high esteem, there's actually more going on with them. And maybe I need to stop idolizing them and find my own path, which really comes up when you get to episode 4. That theme is really hit on, but 2 was meant to be a setup to that idea. And some of those lines still stay in. So like at the end of the episode in episode 2, Lara still says that, history doesn't always tell us the truth, that sometimes people, I forget the exact line, that sometimes people are so afraid of the truth that they decide to blame someone else. And that is a reflection of what Lara is doing. Un point qu'il faut aborder est la présence de la continuité rétroactive ou retcon. Bon, soyons honnêtes 5 minutes. La franchise Tomb Raider déborde de retcon. Et ça depuis la révélation finale, avec l'arrivée de Werner, qui inspirera Lara à devenir aventurière, plutôt qu'au départ son crash d'avion dans les montagnes de l'Himalaya. Ces événements dans la légende de Lara Croft se rapportent principalement à l'arrivée soudaine de Zip et du passé entre Camilla, Ross et Lara. Cela ne me dérange pas plus que cela, puisque l'enfance et l'adolescence de l'aventurière est pleine de zones d'ombre. Cela ne détruit pas la cohérence de savoir qu'elle a eu une amie d'enfance ou bien qu'elle a été au Chili avec Ross pendant des vacances. Une des choses qui est reprochée est le changement opéré sur le personnage de Ross. Pour moi, Conrad Ross est depuis le premier jeu et le comics The Beginning un personnage présenté comme fuyant ses responsabilités, dont on connaît peu le passé en dehors de ses activités peu légales et d'une liaison avec Jocelyn Reyes, laquelle ayant mené à la naissance de Alicia. Il n'est pas surprenant d'imaginer que celui-ci a dû tirer un trait sur tout son passé à un certain moment pour mener à bien ses objectifs, ce qui a mené à un changement d'attitude envers Lara qu'il considère plus proche d'une fille idéale que Camilla qui l'a renié avec le temps. Il y a des scènes qui ont été coupées pour des raisons de temps, dans lesquelles Camilla raconte davantage d'anecdotes sur Ross lorsqu'elle était petite fille et explique qu'il n'était pas un père parfait, explique Huo. Oui, elle l'aimait pour ce qu'il était, mais ce n'était pas un père formidable. Il était toujours en déplacement et la laissait seule. Ce n'est pas quelqu'un que l'on devrait prendre pour modèle. Pour moi, ces événements ne sont pas incompatibles. Pareil pour Lara qui est montrée confiante dans le flashback du début, bien au-delà de la personne que nous avions rencontrée en 2013. Mais il faut prendre cela avec une distance narrative. Lara, à ce moment, n'a pas encore traversé de moments émotionnels en tant qu'adulte qui l'a conduit à se renfermer et à douter d'elle-même. Elle n'est pas seule contre tous, comme sur le Yamatai, et il n'y a pas de pression mise sur elle, comme lors de l'expédition. Certains ont été surpris de voir une Lara ayant plus de répartie après tous ces événements. Mais cet aspect d'elle se retrouvait déjà dans la trilogie,
à plus petite dose. On dirait que ceux qui t'approchent de trop près ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père? Bien sûr. Manquait plus que des lames tranchantes. On n'allait pas non plus ouvrir cette porte comme ça. Un autre aspect que les fans ont critiqué est la notion de placement chronologique dans la trilogie Survivor. L'idée défendue par Crystal Dynamics étant que tout se déroule dans une timeline dite flottante, où les dates ont peu d'importance. Malgré tout, il a été établi que la trilogie se déroulait sur 3 années consécutives, chose qu'il est difficile d'établir puisque les comics jugés canoniques ont leurs propres dates et événements qui annulent ce fait, comme Lara qui prendra une année sabbatique hors de toute connexion personnelle dans Survivor Crusade. Ici, il est établi que les événements se déroulent 3 ans après le Yamatai. Tasha, n'ayant pas lu les comics, n'avait pas cette information en main. Il aurait fallu que les événements se déroulent 4 ou 5 ans après, mais c'est difficile de lui en vouloir tant que les points essentiels apparaissent dans le récit. Pour le coup, c'est plus un problème lié à Crystal Dynamics et sa gestion de la chronologie transmédia. Nous avons pour cette série quelques changements de voix au niveau du casting vocal. Ce n'est plus Camilla Lundington qui interprète Lara en VO, mais Hayley Atwell, connue pour être Peggy Carter dans le MCU, ainsi que Grace dans les films Mission Impossible. Et je dois dire que ce choix officié par Tasha Wu marque une rupture certaine, puisque Camilla mettait en avant le côté inexpérimenté de Lara. Ici, le timbre de voix plus mature de Hayley marque un changement au niveau de la personnalité de l'aventurière. Pour autant, elle transmet aussi bien la vulnérabilité du personnage que son inconfort, sa répartie, etc. Bien qu'en matière de cohérence, il est dommage de laisser derrière une voix qui aura accompagné l'entièreté de la trilogie, Hayley apporte une dimension plus proche de ce que les fans de Tomb Raider attendent de Lara. Come on, let's get some food in you. The fish is incredible. I mean, obviously, fishing village, but... Devereaux came out of that gold tree wielding tornadoes like Pecos built, and you're eating rice? Ginger soy fish, actually. The rice, it's not the star. Dans les têtes déjà connues, nous retrouvons avec grand plaisir Earl Bailon, décidément attaché à Jonah depuis le début de la trilogie, pouvant le rendre aussi attendrissant que badass. How did you know? The dodgy spirit wouldn't just kill us all. I didn't. Oh. Cool. Cool. Pour Charles Devereaux, c'est l'acteur anglais Richard Armitage, déjà connu pour être la voix de Trevor Belmont dans la série d'animation Castlevania, qui s'y colle. Sa performance est nuancée, et son timbre dégage à la fois quelque chose de menaçant, mais aussi de très sexy. Your friend is dead because of you. It's careless for people like us to have confidants. A lesson I'm glad you learned today. Allen Maldonado, Rico dans la série d'animation Maya Princesse Guerrière, donne à Zip un côté impertinent et flamboyant, donnant lieu à quelques échanges savoureux avec Lara. Well, Lara has no ideas, and the only thing Lord Richard Croft took pleasure in was discoursing the beadwork of the Zulu people and enumerating their many great battles. Pour clôturer le casting principal, l'actrice britannique Zoe Boyle, connue pour ses rôles de Lavinia Sawyer dans la série Downton Abbey et de Trinity Ashby dans Son of Anarchy, interprète Camilla Ross, l'amie d'enfance de Lara. Jouant un personnage franco-anglais, elle arrive à trouver le ton juste qui ne sonne pas caricatural ou fou. Et il se dégage de sa performance quelque chose de chaleureux et d'authentique. Then let me guess, you're here to steal something. Then you have 1 minute before I call the police. Si du côté VO, l'ajout de Hayley Atwell était une très bonne surprise, pour la première fois, je suis loin d'être convaincu par son homologue française. Cette fois-ci, c'est France Renard, la comédienne attitrée de Hayley Atwell, qui prend le rôle de Lara. Et malheureusement, sa performance est contrastée. Après la chute de la dynastie Tang, les meilleurs mercenaires sont rentrés à Istanbul et ont fini par former les Immortels. En gros, c'était un peu l'US Navy de l'Empire byzantin. Il faut savoir que côté doublage, durant la trilogie Reboot, nous n'avons pas eu le droit à la même cohérence que du côté anglais. Dans les 2 premiers jeux, c'est Alice David qui apportait sa voix à Lara Croft. J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Mais pour le 3e, c'est Anna Segalevich, la doubleuse attitrée de Alicia Vikander dans le film de 2018, qui a repris le flambeau, brisant la continuité, mais nous apportant une Lara Croft avec une voix plus mature et posée. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazon.
Brésil. Pérou. Avec France Renard, c'est comme si nous faisions 3 pas en arrière. Aussi sympathique soit-elle, je ne trouve pas que son timbre de voix assez juvénile et adolescent colle à Lara Croft, ou même à Hayley Atwell dans les films Mission Impossible. Cet écart est un peu trop présent entre le personnage qui nous est montré et sa voix. Bien entendu, ce n'est aucunement de sa faute, et sa performance n'est pas mauvaise en soi. Elle reste correcte. La VF se déleste aussi de la voix de Jérémy Corvillo, ayant accompagné le personnage de Jonah Mayava durant toute la trilogie Survivor, au profit de celle de Laurent Gris. L'ami de Lara perd sa voix rocailleuse et l'échange par un timbre plus doux, mais qui réussit à coller tout de même malgré un certain manque de poigne. Les 12 animaux du zodiaque chinois ont été sélectionnés grâce à une grande course légendaire, connue sous le nom de course vers la porte du ciel. Dans les très bons points côté VF, nous avons Arnaud Léonard qui, de sa voix suave, colle parfaitement à Charles Devereaux. Je parie qu'ils veulent tous que vous alliez de l'avant, que vous passiez à autre chose. Mais nos proches, ils ne nous quittent jamais. Et Adeline Moreau qui retranscrit toute la ténacité de Camilla Ross. Tu te souviens de ce chapeau de Sherlock Holmes que tu portais? Ah, pas la peine de me le rappeler. On allait se balader sur le site archéologique de ton père et tu inventais tout un tas d'histoires. Et bien entendu, Jean-Baptiste Anoumon qui fera suite à Xavier Fagnon, Omar Sy, et oui, et Patrick Borg pour un zip plus espiègle. Mais par pitié, Lara, au nom de notre amitié, commande-nous des pizzas ou quelque chose. C'est vrai, j'ai besoin de glucides si je dois porter des trucs lourds. Petit regret personnel, l'absence de l'excellente Meg Dara sur Jocelyne Reyes. Certes, ce n'est qu'une petite réplique qu'elle aurait eue, mais la revoir aurait été un joli clin d'œil. Dans l'ensemble, je trouve cette VF assez moyenne. Je ne suis pas du côté des pro-VO, mais certains choix effectués par Benoît Dupac auraient pu être mieux maîtrisés, de même qu'au niveau de la traduction de certaines choses, comme par exemple le nom que Jonah donne à Lara dans les jeux, à savoir Petite Caille, transformée ici en Petite Fleur. Rien d'alarmant en soi, mais bon. Le gros point noir reste le casting de Lara. Mais France Renard, sûrement attachée par contrat à Hayley Atwell, n'y peut pas grand-chose, et a essayé de donner la meilleure performance qu'elle pouvait. Côté musical, la partition de Pinar Toprak, Captain Marvel et Gerrit Wonder de Lost City n'est pas la plus intéressante. Le thème principal assez réussi pourtant laissait entrevoir quelque chose d'orchestral et de grandiose, rappelant l'épisode Legend. Mais au final, on retombe un peu sur les travers de la musique épique, à savoir un son assez passe-partout. Les morceaux que je préfère restent les passages plus posés et atmosphériques qui se lient aux environnements, comme la douce ambiance feutrée du manoir Croft avec sa guitare acoustique à la fin de la série, ou la musique ponctuant des moments plus émotionnels. Il est à noter que nous avons aussi Mathématéon, une chanson de Stan Walker, un acteur australo-néo-zélandais doublant Léo, le frère d'armes de Jonah dans la série. Il s'agit d'une ballade chantée en maori et en anglais sur le fait d'être perdu et de trouver une famille, l'amour et l'acceptation. Elle apparaît dans son 6e album Te Aruanui et dans le film néo-zélandais Muru. Il faut savoir que selon Tashao, la chanson devait jouer un rôle plus important. L'épisode 5 de la série devait avoir une histoire liée à l'armée néo-zélandaise où nous devions rencontrer les anciens frères d'armes de Jonah. L'épisode commençait par Lara qui arrivait à leur base durant une cérémonie Haka conçue pour les soldats rentrant chez eux. La chanson est par la suite restée fredonnée par Léo dans l'épisode tel que nous le connaissons, puis se retrouve à la fin, dans l'épisode final, lors du mariage de Jonah et ponctuant le cliffhanger de la saison. Du côté des critiques professionnelles, les avis sont majoritairement moyens ou positifs.
Certains trouvant le show divertissant et les thématiques intéressantes, ils nous offrent les meilleures critiques pour une adaptation concernant la saga. On est fort loin des 20% reçus de Lara Croft Tomb Raider sur Rotten Tomatoes. Pour ce qui est des critiques plus mitigées, certaines ont dans leurs écrits des éléments qui me font me demander si ces journalistes ont vraiment vu la série. Par exemple, un des éléments qui revient est la trop grande présence du surnaturel et son incompréhension, comme écrit dans cette critique de Les Airbytes par Archie Sengupta. Même si nous passons d'un lieu magnifique à un autre, il ne se passe ici que très peu de choses que nous n'ayons déjà vues dans les jeux ou même dans les films avec Angelina Jolie. La série reprend beaucoup des mêmes éléments, semble par conséquent lente et ennuyeuse. Cela en fait également une série très étrange sur le thème du surnaturel qui n'est pas basée sur le réalisme. Bien sûr, Lara chasse des trésors dans des tombes et des ruines. Celles-ci ne comportent aucun élément surnaturel. La plupart d'entre elles ont un fondement réaliste et scientifique qui rend l'aventure si captivante et palpitante. Cependant, l'intrigue particulière de cette saison semble bancale et invraisemblable, ce qui enlève tout le suspense de l'aventure. Pour répondre à ça, je dirais que la plupart des éléments dans Tomb Raider sont fondés dans le surnaturel. Il n'y a rien de scientifique aux dragons et aux îles du ciel de Tomb Raider 2, ni au fait que Lara affronte le dieu Seth par 2 fois, que des peintures puissent réveiller un ange déchu, qu'une pierre puisse provoquer l'apparition d'une entité, ou qu'une île soit sous le joug d'une reine japonaise qui contrôle les tempêtes. Surtout que l'un des reproches que je pouvais avoir dans la trilogie Survivor, et surtout dans Rise of the Tomb Raider, était le manque de diversité. Chacun des épisodes mettait en scène Lara contre une armée de gardes protégeant un artefact. Les gardes tempêtes, les immortels et les Yashil. Dans la série, le surnaturel est pleinement exploré, avec l'apparition de créatures mystiques comme le Wilijing, des déesses et autres dragons. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le ton surnaturel et sérieux serait si incompatible. Ces éléments n'empêchent pas l'histoire de progresser, et ce n'est pas la première fois que Lara rencontre ce genre de choses. De même que la fusion entre le réalisme, avec de très gros guillemets, et le surnaturel, est la base même du reboot. D'autres mentionnent une écriture un peu trop centrée sur les scènes d'action, ou un manque d'inventivité, mais sans dire ce qu'ils auraient fait pour changer les choses. Ce genre de reproche, on y a le droit à chaque adaptation. Du côté des fans, c'est compliqué. Certains ont aimé la série, et surtout la transition vers une ère plus légère, dépourvue de problèmes parentaux. Et il y en a qui ont condamné la série bien avant que celle-ci ne sorte, comme je vous le racontais dans ma vidéo précédente. D'autres, ayant vu que cela parlait de la Lara reboot et du deuil, sont partis joyeusement review-bomber le show. Mais si ce n'était que ça, il faut que je parle de la manière dont la showrunneuse s'est faite critiquer sur ses réseaux privés quand la série est sortie. Elle en parle dans son podcast. Oh man, I'm so glad I went away, which this was planned to go away right when Tomb Raider drops, because I didn't want to be obsessed with looking at people's opinions about the show, and everyone has an opinion. Boy, I know, it's shocking. So it's been a mixed bag, I'll be honest. It's been extremely gratifying to see the really good reviews in really impressive places. We were in The Guardian. The Guardian was talking about Tomb Raider and saying some awesome stuff about how it's a show that's kind of setting new standards for action women and women in action. And that was, if there's only that review, I still would have felt really great. So there's been a lot of really cool stuff that people have been responding to, people who have been going through grief themselves. And, one of the themes is grief and the sort of the trauma that comes from losing people. And there are a lot of people who are taking that and feeling like they've been heard, or feeling like they now understand what they themselves are going through. And again, those kinds of things are why we write, which has been super cool. But then there's the other side where people are threatening me, just being really mean. Not just nah, this show's not for me, which, by the way, those are funny too. Where I've sent you a few where people, because you work, I worked so hard on this show, right? Tearing my hair out. It's my thought when I wake up, my thought when I go to bed, and then people watch and they're like, meh. Literally that's the review, which I laugh too, because I do that, you do that, we do that all the time, and we forget that sort of the backstory of every single piece of media we watch is someone obsessing about it for years of their lives. And meh.
Yeah, not for me. Not for me. Thanks, but It's no. fine. So yeah, it's been a journey. It's been really interesting. Pour ma part, j'ai vraiment honte de faire partie d'une communauté qui ose faire ce genre de choses. Ne vous étonnez pas si personne ne communique avec nous à l'avenir. Quant au public général, l'avis étant que c'est une bonne série, mais pas folle pour autant. Et pour ce qui est du mien, la saison 1 de la série La légende de Lara Croft est une bonne conclusion pour la trilogie Survivor. Et même si elle n'est pas parfaite dans son animation, les thématiques qui sont offertes à Lara à travers le show sont assez riches, malgré quelques situations déjà vues, et permettent enfin de voir une évolution plus omniprésente chez elle. Elle rattrape la conclusion mitigée de Shadow of the Tomb Raider, malgré une écriture simpliste et parfois un peu trop mièvre. Le doublage en version originale est réussi, et surtout l'équipe qui s'est occupée de la série semble avoir une vraie passion pour ce projet, en particulier sa showrunneuse Tasha Wu. Avec son côté globetrotting, ses artefacts, ses monstres géants et autres codes du genre pulp, il se dégage de cette série d'animation un parfum très 90 voire 2000, en accord avec les origines de la franchise, qui se retrouvaient aussi bien dans les séries d'animation de l'époque, comme par exemple Jackie Chan's Adventure ou bien La Momie. Cette série a été pensée par des fans pour des fans, et malheureusement, de par le format imposé par Netflix, elle laisse le reste du public à côté avec peu de clés pour comprendre l'importance de cette aventure. Certains seront peut-être charmés, amusés et divertis, et d'autres ne laisseront comme avis qu'une comparaison technique avec d'autres shows animés et des critiques sur le physique de l'aventurière en s'exprimant de manière vindicative sur les réseaux. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut parler de la saison 2 qui arrive en décembre et des quelques théories qui circulent. Spoiler alerte. La première saison se termine sur un cliffhanger avec Lara découvrant l'appartement de sa meilleure amie Sam sans dessus-dessous, avec comme piste un tableau se rapportant à un trafic d'artefacts. Sam étant une réalisatrice, se serait-elle penchée sur des affaires sombres pour un documentaire ? Enfin, il reste la confrérie de la bibliothèque et de la lumière. Allons-nous revoir ces deux organisations introduites dans la saison 1 ? Fort heureusement, le synopsis de la saison 2 éclaire certains points. Lorsque l'aventurière Lara Croft découvre une piste de masque africain au riche à voler, elle s'associe à sa meilleure amie Sam pour récupérer les précieux objets. La nouvelle aventure palpitante de Lara l'emmène autour du monde alors qu'elle plonge plus profondément dans les secrets cachés de l'histoire des Orishas, esquive les machinations d'une milliardaire dangereuse et énigmatique qui veut les masques pour elle-même, tout en découvrant que ces reliques contiennent de sombres secrets et un pouvoir qui défie la logique, un pouvoir qui pourrait en fait être divin. Quelques indiscrétions ont été glissées par la showrunneuse lors d'un Q&A. Principalement, ce qu'il faut retenir est que Lara est désormais libre de tout le drame qu'elle a accumulé dans les jeux précédents. Culpabilité du survivant, drame familial et de mentor. Elle sera aussi plus meurtrière. Lara n'abandonnera pas ses pistolets, mais l'arc et le piolet seront toujours présents dans quelques situations. Le globetrotting est toujours prévu. Les références au reboot seront aussi plus limitées par choix de narration et de temps. Nous savons aussi que la saison 2 comportera des requins. Pour finir, nous avons le nom d'un épisode grâce à IMDb, The Breaking of the Land. La première partie de ce projet vers l'ère unifiée tient ses promesses de départ, celle de voir Lara Croft passer au stade supérieur, autant psychologiquement que dans sa façon d'être. Avec la saison 2 annoncée comme étant la dernière, il va être intéressant de découvrir quels événements vont mener à la construction ultime de Lara, et comment tout sera relié aux événements menant à la quête du Sion du tout premier Tomb Raider. Pour le savoir, rendez-vous le 11 décembre.